Donald Trump est incontestablement l'une des figures politiques les plus controversées de notre époque. Alors forcément, sa récente victoire à l'élection présidentielle a suscité une avalanche de réactions. Dès les premières heures suivant l'annonce des résultats, on a pu voir des titres sensationnels fleurir un peu partout dans les médias. Les risques mondiaux d'une présidence Trump seront cette fois bien plus élevés. Un bulldozer. Les experts préviennent que la victoire de Trump fait reculer l'action climatique mondiale. Quand on parle de Trump, faut pas s'étonner des polémiques. Le gars n'est pas exactement un politicien classique. Il sort souvent des énormités. Il a pu dire, par exemple, qu'il veut des généraux aussi loyaux que ceux d'Hitler, ou carrément que Liz Cheney devait être abattu. Sans oublier sa sortie sur Mark Milley, son ancien chef d'état-major, qu'il voudrait voir jugé par un tribunal militaire. Bref, Trump est toujours source de controverses. Les médias comme le New York Times ou le Washington Post n'ont jamais caché leur hostilité envers lui. Mais quelque part, son retour pourrait bien leur faciliter le boulot. Avec Trump, ils savent qu'ils auront toujours de quoi faire de gros titres. Beaucoup d'incertitudes planent sur son éventuel second mandat, surtout au niveau économique. Certains craignent qu'il applique des mesures qui bouleverseront tout, comme ses tarifs douaniers controversés. Pire, on peut s'attendre à ce qu'il reproduise le schéma qui a conduit Liz Truss à l'échec au Royaume-Uni. Augmenter massivement les dépenses publiques tout en abaissant les impôts. En gros, c'est ce qu'il avait fait durant son premier mandat. D'autres pensent au contraire que Trump pourrait faire les choses de façon plus raisonnable cette fois-ci. Sous l'influence d'alliés comme Elon Musk, il pourrait chercher à baisser les impôts, rationaliser les dépenses et surtout profiter de programmes déjà prouvés mais pas encore déployés, comme le plan pour les infrastructures conçu par l'administration Biden. En plus, il pourrait réduire pas mal de réglementations, ce qui pourrait bien stimuler l'économie. Mais bon, il n'y a pas que le volet économique. Trump a des idées très clivantes sur tous les sujets de société. Que ce soit sur l'environnement, l'égalité raciale, la politique étrangère ou le libre marché, ses propositions divisent. Pourtant, ici sur Diplo, on n'est pas là pour rabâcher ce que tout le monde dit déjà. Oui, on a critiqué Trump, mais ça veut pas dire qu'on pense qu'il a tort sur tout. Alors comme toujours, on va pas se priver de dire quand on pense que Trump déraille. Mais on va aussi souligner là où, à notre avis, il pourrait bien avoir raison. C'est exactement pour ça qu'on a fait cette vidéo. Alors de quoi est-ce qu'on va parler ? Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Puis si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et ça va faire très plaisir à l'algorithme. Allez, c'est parti. Une politique étrangère agressive. En 2016, les médias étaient déjà alarmistes avec des titres qui ressemblaient beaucoup à ceux d'aujourd'hui. Certains allaient même jusqu'à prédire que Trump pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Bon, on sait que des erreurs ont été faites, mais au final, la planète ne s'est pas embrasée comme certains le craignaient. Mais voilà, aujourd'hui, 8 ans plus tard, les mêmes inquiétudes reviennent et l'anxiété monte à nouveau. Faut dire qu'il y a des aspects vraiment inquiétants de ce nouveau président, des détails qui ne laissent personne indifférent, comme ceci. Donald Trump suggère qu'il ne défendrait pas Taïwan contre la Chine. Sous Joe Biden et son secrétaire d'État Anthony Blinken, les USA ont vraiment resserré leur alliance traditionnelle et pas qu'un peu. On l'a vu en Europe, mais aussi en Asie, avec des partenaires comme l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Ces trois pays pourraient d'ailleurs être sur le point de poser les bases d'une alliance militaire façon OTAN, mais en Asie. T'inquiète pas, on t'en parlera dans une vidéo très prochainement. Ce projet serait une extension d'AUKUS, Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Et d'ailleurs, le premier ministre japonais a déjà ouvertement soutenu ce projet. Pourquoi ? Il a fait savoir qu'il trouvait inquiétant que personne ne soit venu au secours de l'Ukraine simplement parce qu'elle n'appartenait pas à l'OTAN. Du coup, il prône aujourd'hui exactement ce type d'alliance pour éviter ce genre de situation. La création d'une version asiatique de l'OTAN est essentielle pour dissuader la Chine. L'Ukraine d'aujourd'hui pourrait être l'Asie de l'Est de demain. Évidemment, si ça se réalise, ce serait un sacré succès pour les États-Unis. Sauf que Trump pourrait être un obstacle majeur à tout ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'a jamais été un grand fan des organisations multilatérales. Durant son premier mandat, il a réussi à froisser pas mal de monde dans la région avec ses exigences, comme celle-ci. Trump veut que la Corée du Sud et le Japon payent davantage pour leur défense. Alors d'accord, Trump sait très bien que l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs est un atout crucial pour les États-Unis. Et il est bien décidé, avec son équipe, à contrer l'influence de la Chine. Et il va bien finir par se rendre compte que le soutien du Japon et de la Corée du Sud est absolument indispensable dans cette mission. Mais en ce moment, ce qui inquiète le plus avec Trump, c'est qu'il pourrait finir par offrir une victoire inespérée à Poutine. Mais alors, quels sont les points sur lesquels Trump pourrait bien avoir raison ? En Europe, il y a une vraie angoisse, une peur
palpables, celles que les États-Unis finissent par plier bagages et leur disent tout simplement au revoir en matière de sécurité. Et c'est pas juste parce que les États-Unis ont plein de bases militaires en Europe ou qu'ils garantissent que la Méditerranée reste une zone protégée de toute menace sérieuse. Pour les États-Unis, ces bases en Europe sont en fait cruciales pour pouvoir opérer efficacement au Moyen-Orient, en Méditerranée et de plus en plus dans l'Arctique. Certains analystes affirment donc que peu importe ce que Trump clame en public, les USA ne quitteront jamais vraiment l'Europe. Mais il reste que cette peur d'un retrait nord-américain est très forte, surtout en Europe de l'Est. Pour des pays comme la Pologne, la Roumanie et les États baltes, le soutien militaire des États-Unis est leur meilleure garantie de sécurité face à la Russie. En réalité, tout ça, c'est un énorme échec collectif. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne compte 450 millions d'habitants, avec une économie de près de 19 000 milliards d'euros, 3 fois la population de la Russie et une économie 10 fois plus puissante. Pourtant, les pays européens ont échoué à assumer leur propre sécurité, puisqu'ils ont ignoré pendant des décennies un engagement qu'ils avaient eux-mêmes signé, l'exigence des 2% des dépenses militaires du PIB fixées par l'OTAN. Trump n'a d'ailleurs pas été le premier à dénoncer cet écart. Barack Obama l'avait aussi fait en son temps, mais c'est Trump qui a été le plus sévère sur le sujet. Quelque part, il n'a pas tort. Des accords, ça se respecte, et c'est pas normal que les Européens comptent sur le contribuable nord-américain pour leur défense. Mais le problème est en train de se résoudre. En 2024, pratiquement tous les pays européens vont augmenter leur budget militaire. Seuls l'Espagne, le Luxembourg, la Slovénie, la Belgique, l'Italie, le Portugal et la Croatie ne vont pas atteindre cet objectif de 2%. Et la France, si. Alors évidemment, des années de sous-financement ont laissé beaucoup d'armées européennes dans un état déplorable. C'est pour ça que l'équipe de Trump commence à dire qu'il faudrait peut-être revoir cet objectif à la hausse, c'est-à-dire demander que les pays européens investissent plus que les 2% initialement fixés. Et on pourrait souligner que l'Europe devrait non seulement être capable de se défendre seule, mais aussi de fournir à l'Ukraine les armes dont celle-ci a besoin. En tout cas, une augmentation des dépenses militaires de l'Europe pourrait donner un coup de fouet au camp des démocraties occidentales pour contrer l'influence croissante des régimes autocratiques, comme la Russie et surtout la Chine. Les États-Unis, qui cherchent de plus en plus à concentrer leurs efforts en Asie pour défendre Taïwan et la Corée du Sud, en bénéficieraient eux aussi. Sur ce point, Trump n'a donc pas seulement raison, mais sa nouvelle orientation pourrait être bénéfique pour tout le monde. D'ailleurs, depuis la victoire de Trump, les dirigeants européens sont déjà en train de réfléchir à des façons de renforcer les capacités militaires et la sécurité de l'Europe. Les dirigeants français et allemands de la défense appellent à l'unité européenne après la victoire de Trump. Et c'est pas le seul point de politique étrangère sur lequel Trump pourrait avoir raison. On peut s'attendre à pas mal de choses de la part de Trump, mais il y a un truc dont on peut être sûr à 99%. Il va reprendre sa stratégie de pression maximale contre l'Iran. En clair, ça veut dire des sanctions et des mesures punitives à grande échelle contre le régime des ayatollahs. Et ça pourrait même être une bonne nouvelle, parce que franchement, les objectifs de l'administration Biden vis-à-vis de l'Iran n'ont pas du tout été atteints. Ils ont tout misé sur le dialogue et la négociation, mais ça n'a pas vraiment donné grand-chose. Biden voulait relancer les négociations pour que l'Iran renonce à son programme nucléaire, pour montrer sa bonne volonté, et aussi parce que les sanctions contre la Russie le rendaient presque inévitable, il a levé une bonne partie des sanctions économiques principales. En gros, les sanctions contre le pétrole iranien ont été allégées. Washington a fait comme si de rien n'était, espérant que ça arrangerait tout le monde. Depuis que Biden est arrivé à la Maison-Blanche, le pétrole iranien a de nouveau commencé à circuler presque librement dans le monde entier, en particulier vers la Chine et l'Inde, atteignant même des niveaux records d'exportation, les plus élevés depuis que Trump a quitté l'accord nucléaire en 2018. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'administration Biden avait de bonnes raisons d'assouplir certaines sanctions pour augmenter l'offre de pétrole. Mais sur les questions cruciales, comme les ambitions nucléaires de l'Iran ou son financement de groupes terroristes, cette approche plus souple n'a clairement pas fonctionné. L'Iran a persévéré, au point que l'Arabie Saoudite a dû chercher le soutien de la Chine pour contenir l'Iran. Une situation qui a surtout fragilisé la position des États-Unis. Résultat, l'Iran n'a pas freiné son programme de missiles, n'a pas stoppé ses projets nucléaires, et en plus, il a développé une industrie de drones qui alimente maintenant l'effort de guerre de la Russie. Et au-delà de ça, l'Iran continue de financer le Hezbollah et les Houthis qui perturbent le trafic maritime en mer Rouge, sans oublier son soutien au Hamas. Cette situation explosive pousse Israël à multiplier les offensives pour contrer ces menaces, et la tension atteint un niveau record dans la région. Pour Biden, malgré ses succès en politique étrangère, l'Iran reste un échec majeur.
C'est pas un petit problème, hein. L'Iran représente une menace directe pour l'économie mondiale, comme on t'en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et si l'Iran obtient des armes nucléaires, ça pourrait déclencher une nouvelle vague de prolifération nucléaire dans la région. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pourraient eux aussi vouloir se protéger en se dotant de capacités similaires, ce qui rendrait le monde encore plus instable. Trump, lui, semble vouloir remettre en place une politique de pression maximale qui pourrait bien être efficace. Surtout à un moment où le régime iranien bénéficie de moins en moins de soutien interne. Concrètement, ces mêmes sanctions, qui avaient déjà vidé les réserves de la Banque centrale iranienne et réduit les exportations de pétrole de plus de 2 millions de barils par jour, pourraient bien revenir en force. Ce retour des sanctions asphyxierait les finances de l'Iran, l'empêchant probablement de soutenir autant les groupes comme le Hezbollah, qui subissent déjà de lourdes pertes face à l'offensive israélienne. En fait, avec les sanctions de 2018, l'Iran avait dû limiter drastiquement ses financements de ces groupes. Alors, reprendre une politique de pression maximale pourrait contribuer à stabiliser un peu la région. Un Iran affaibli permettrait à Israël de réduire les capacités du Hamas et du Hezbollah sans qu'ils puissent se reconstruire au même niveau qu'avant le 7 octobre 2023. Comme l'a dit Trump en personne, Tsahal pourrait enfin finir le boulot. Trump affirme qu'Israël doit terminer ce qu'il a commencé et a déclaré que la guerre avec le Hamas prend beaucoup de temps. Et oui, ce serait probablement le meilleur moyen de faire comprendre aux ayatollahs que le chantage nucléaire, ça suffit, ça ne passera plus. Bref, à part le dossier iranien, Trump a aussi raison sur un autre point. Entre Trump et le Mexique, ça a toujours été tendu. Pendant son premier mandat, il y a eu quelques accords avec Andrés Manuel López Obrador, mais aussi pas mal de frictions. On se souvient tous de l'insistance de Trump pour que le Mexique finance le fameux mur. Mais pour ce second mandat, Trump semble viser encore plus haut. On te parlera bientôt dans les prochaines vidéos de ses projets de déportation massive. Mais il y a un autre sujet qui pourrait complètement redéfinir les relations entre les États-Unis d'une part et le Mexique de l'autre. Reste bien attentif parce que ça pourrait réellement changer la donne. Trump affirme que le Mexique est contrôlé par les cartels et que le gouvernement est pétrifié par la peur. Il y a un point sur lequel Trump voit juste. Pour vraiment s'attaquer aux cartels, il faut commencer par sécuriser la frontière. Les cartels mexicains ne se contentent pas du trafic de drogue habituel. Ils gèrent aussi un trafic d'êtres humains massif, en attirant chaque année des milliers de migrants clandestins vers les États-Unis, ce qui leur apporte environ 13 milliards de dollars par an. Trump, il veut couper les vivres aux cartels sur deux de leurs principales sources de financement, à savoir le flux de drogue vers les États-Unis et l'immigration clandestine. Et pour ce faire, Trump a un plan. Il compte s'inspirer de son allié Greg Abbott, le gouverneur du Texas. Ces dernières années, Abbott a considérablement réduit les passages illégaux en provenance du Mexique grâce à un mélange de plusieurs dispositifs. Des kilomètres de barbelés, des centaines de bouées piégées placées sur le Rio Grande et des milliers de patrouilles de la Garde nationale du Texas. Résultat, depuis 2021, les entrées illégales à la frontière texane ont chuté de 74%. Trump veut reproduire cette approche au niveau national, mais pour ça, il sait qu'il va lui falloir beaucoup plus d'effectifs en première ligne. Trump appelle à une vague d'embauches d'agents frontaliers avec de nouvelles augmentations de salaire. En plus de renforcer la frontière, il souhaite aussi opérer depuis le Mexique. Trump envisage d'envoyer des équipes de tueurs au Mexique pour éliminer les barons de la drogue. Suite à son élection, Trump a été très clair. Il ne fera preuve d'aucune pitié envers les narcos. Our country is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking place. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. En vrai, le problème des cartels au Mexique est devenu incontrôlable et personne n'a encore réussi à stopper cette spirale. On parle ici d'organisations criminelles, voire terroristes, qui ces dernières années ont causé plus de 350 000 morts et 70 000 disparitions au Mexique. Et ces chiffres n'incluent même pas les victimes aux États-Unis, notamment à cause de l'épidémie de fentanyl qui sévit. En plus de cette violence extrême, les cartels empêchent littéralement le Mexique de prospérer. Ils sont responsables d'un niveau de violence et de corruption qui mine le pays en profondeur. Et le problème, c'est que le Mexique n'a juste pas les moyens de lutter seul contre cette menace. Alors oui, peut-être que Trump n'a pas tort de dire qu'il faut une approche bien plus musclée pour faire face à cette crise. Mais les idées pertinentes de Trump ne s'arrêtent pas à la politique étrangère. Une bureaucratie trop lourde.
Le chef de la FAA défend le dernier retard du lancement de la fusée SpaceX. La semaine dernière, Elon Musk a déclaré qu'il porterait au Congrès son problème avec l'agence. Incroyable mais vrai. La Federal Aviation Administration a suspendu un lancement de SpaceX parce que des nids d'oiseaux avaient été endommagés lors d'un lancement précédent. Alors oui, quand on regarde de plus près, ça peut sembler justifié. Mais le problème, c'est que des réglementations, même bien intentionnées, peuvent entraîner des retards massifs et des coûts énormes pour l'innovation technologique. Pour Trump, cette bureaucratie fédérale est devenue un énorme bourbier qui freine l'innovation et décourage la croissance économique. Alors, c'est quoi sa solution? Il propose de réduire drastiquement la taille de l'administration et surtout de tailler dans les réglementations. Durant sa campagne, Trump a même suggéré de confier cette mission à Elon Musk en le nommant à la tête d'un nouveau département spécialement dédié à la réduction de la bureaucratie et des dépenses publiques. Faut dire que Elon Musk est l'un des plus grands détracteurs de la réglementation excessive. Selon lui, aux États-Unis, il est plus simple de construire une fusée que d'obtenir les autorisations nécessaires pour la lancer. Et il faut reconnaître que sur ce point aussi, Trump pourrait bien avoir raison. Depuis janvier 2021, le nombre d'employés fédéraux a grimpé de près de 121 000 effectifs. C'est moins que la croissance du secteur privé, mais c'est tout de même une augmentation plus forte que celle de la décennie précédente. En fait, tous ces nouveaux employés fédéraux sont arrivés avec leur lot de nouvelles réglementations. C'est justement ce que Trump et Elon Musk veulent réduire. Et vu le déficit budgétaire actuel de 6,5% du PIB, réduire les dépenses fédérales semble être une solution logique. En plus, ce serait une bonne idée de s'attaquer aux réglementations qui, même aux États-Unis, sont devenues tellement nombreuses qu'elles freinent maintenant le développement économique et l'innovation. On l'a vu lors du premier mandat de Trump. Les baisses d'impôts pour les entreprises et la suppression de certaines réglementations ont clairement boosté l'économie. En 3 ans, les investissements des entreprises ont doublé, leurs bilans se sont améliorés et leur activité s'est accrue, largement grâce à ces mesures. Un exemple, en 2017, le nombre de pages du Federal Register, le journal officiel où sont publiées toutes les nouvelles règles et régulations, était au plus bas depuis 1993. C'était pas une révolution, mais ça a donné un petit coup de pouce. On peut donc s'attendre à ce que la nouvelle administration Trump veuille accentuer cette dynamique de simplification. Chez Diplo, on a déjà critiqué Trump pour son style et ses idées de politique commerciale. Mais ça ne veut pas dire qu'il a tort sur toute la ligne ou que certaines de ses idées ne pourraient pas bénéficier aux États-Unis et au monde entier. On te le dira toujours. Quand on pense que Trump est à côté de la plaque, on te le dit. Mais quand on pense qu'il est sur la bonne voie, on te le dit aussi. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de ces arguments? Est-ce qu'ils tiennent la route ou pas? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires et si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Nous, on te dit à très vite pour plus d'actu. Allez, à ciao, bonsoir.